Le coup de tocsin. Et je retrouve Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, spécialiste du renseignement, d'intelligence économique et donc je le disais tout à l'heure en introduction, directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. On revient évidemment sur ces actualités internationales et elles sont très très riches et on va commencer bien sûr par ce bilan de l'élection américaine. Oui, rapidement, puisque ça a fait la une de l'actualité et que beaucoup en ont parlé, je crois qu'il faut juste rappeler deux éléments qui me semblent intéressants et qui vont nous avoir un impact sur les questions internationales. D'abord, que c'est une victoire historique de Donald Trump qui a été maquillée dans les dernières semaines par une énorme campagne de communication des démocrates. Et c'est une double défaite finalement, à la fois des démocrates, notamment avec les impacts et les efforts qu'avaient fait les familles Obama et Clinton pour empêcher Trump d'être élu, mais aussi des républicains néocons, on va dire, de très à droite, comme la famille Cheney qui finançait la campagne, et également la fille de George W. Bush, voilà, qui elle-même a finalement soutenu Kamala Harris. Donc finalement, c'est tout l'establishment et l'État profond américain qui a pris une déroute à l'occasion de ces élections. Maintenant, sur le plan international qui nous concerne, on sait que Trump va chercher à s'employer à mettre un terme aux deux conflits qui aujourd'hui sont les plus importants dans le monde, que ce soit bien sûr en Ukraine ou en Israël. Et je suis pas loin de penser que, contrairement à ce qu'on pense, la fin du conflit en Ukraine sera plus difficile comment dire, va intervenir qu'on ne le pense. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'il y a quand même des intérêts américains sous-jacents qui sont plus forts peut-être que la volonté de Trump, et puis parce que les Européens sont toujours sous l'influence des néocons démocrates américains, et donc je pense qu'on a encore quelques mois avant qu'une solution soit trouvée, sauf erreur de ma part. Ah bah ça va être très intéressant à suivre. Et justement, c'est quelque chose, peut-être un petit fil aussi qu'on va pouvoir reprendre régulièrement. Maintenant que la politique américaine va changer radicalement, à quel point l'Europe va faire finalement force d'inertie par rapport à l'ancienne politique américaine. On va voir ça aussi, force de résistance. Et ça veut dire quelle sera de manière sous-jacente l'influence des démocrates qui auront quitté le pouvoir sur les élites européennes dont ils sont très proches. Oui, exactement. À suivre donc avec vous. Alors, revenons tout de même au conflit au Proche-Orient. Alors, il se passe toujours des choses aussi critiquables, contestables, voire horribles au Proche-Orient. Alors, d'une part à Gaza, où l'ONU a encore republié des chiffres et fait des déclarations qui sont très importantes sur la situation apocalyptique dans la bande de Gaza. L'ONG internationale Save the Children dit aussi que la situation des enfants est au-delà de toute imagination. Femmes et enfants, aujourd'hui, représentent 70% des morts, des victimes à Gaza, notamment sur une période on va dire, entre novembre 2003 et avril 2024. Là aussi, les rapports du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme détaillent toutes les violations qui ont lieu. Donc l'armée israélienne est en train de continuer des actions qui sont hautement critiquables. Non seulement on parle d'épuration ethnique, mais de plus en plus de juristes considèrent qu'on est là sur une logique de génocide, et en se fondant d'ailleurs sur un certain nombre de discours des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou qui expulsent au sens propre et veulent rayer de la carte les Arabes dans leur région. Alors, non seulement ça, et on l'a vu ces derniers jours également, les Israéliens considèrent qu'ils vont interdire l'Agence des Nations Unies pour la Palestine, l'UNRWA, voilà, en considérant que aussi bien qu'à Gaza, en Cisjordanie, elle n'a rien à y faire, alors qu'elle gère plus de 13 000 salariés, qu'elle gère la réponse d'autres organisations. Alors dire qu'elle a été totalement neutre serait exagéré, mais elle a un rôle qui est toutefois important. Oui. Et certains Israéliens, notamment dans l'équipe gouvernementale, envisagent éventuellement de faire appel à des sociétés militaires privées pour la remplacer, mais c'est à la fois une reprise en main et cette poursuite finalement d'épuration ethnique qui se poursuit sur ces territoires palestiniens. Oui, peut-être puisqu'on y est, on peut revenir sur cette visite à Jérusalem du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui a donc été marqué par cet incident diplomatique où la police israélienne, je le rappelle, d'ailleurs on peut regarder peut-être une image, on en a une, est entrée armée sans autorisation sur un site qui est géré par la France et les deux gendarmes français qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre israéliennes. Je peux vous passer rapidement l'extrait qu'on a justement de ces heurts entre la police israélienne, enfin les forces de l'ordre israéliennes et les gendarmes français. Ne me touche pas! Don't touch me! Don't touch me, boy. Come with me. Don't touch, come with me. Voilà, bon, on n'aura pas beaucoup plus dans ces images
Mais on comprend en tout cas une situation très tendue. Comment vous réagissez à cela, Éric de Nessé ? Alors, tout d'abord, c'est inadmissible. C'est une nouvelle violation du droit international, des lois diplomatiques, des règles de fonctionnement. D'ailleurs, le ministre Barrot l'a rappelé, et d'autres anciens ambassadeurs français ont plus ce même discours. C'est inexplicable. Est-ce que c'est pas une réaction de Netanyahou et de son gouvernement aux déclarations d'Emmanuel Macron pour venir tacler la France? On peut se poser la question. Moi, j'attire l'attention de nos éditeurs en disant comment aurions-nous réagi si les Iraniens, les Syriens ou les Chinois avaient fait la même chose? On serait bien sûr, les réactions auraient été encore plus violentes. Et je crois qu'encore une fois, il faut considérer l'État hébreu comme un autre, et il se doit, lui, de respecter les règles internationales. On a vu qu'il ne le fait pas, et d'ailleurs, il a frappé d'ailleurs le consulat iranien à Damas il y a quelques mois. Là aussi, une frappe militaire sur un consulat est une violation des règles internationales. Donc c'est tout à fait inadmissible, et ça mérite les critiques les plus fortes à l'égard du gouvernement Netanyahou, qui obligatoirement est au courant de ce qui se passe s'il ne l'a pas commandité. Oui, les règles diplomatiques. En plus, ils sont assez coutumiers du fait en ce qui concerne la France, puisque c'était déjà arrivé sous Chirac et sous Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que ça pose des questions réellement sur le fait de réussir à se faire respecter, au moins sur ce sujet-là. Alors allons sur la partie peut-être libanaise. Oui, alors juste avant ça, moi j'ai un élément qui me semble important, c'est que, vous l'entendez, je suis extrêmement critique sur le comportement de l'État hébreu, mais ce que je trouve important, c'est de montrer que tout le monde en Israël n'est pas, bien sûr, pas d'accord avec ce gouvernement Netanyahou, et que notamment deux grands historiens l'ont encore manifesté ces derniers jours. Amos Goldberg, qui est l'historien de la Shoah, qui a la chaire d'histoire de la Shoah à l'Université hébraïque de Jérusalem, mais aussi un autre historien réputé qui est Omer Bartov, qui est un historien israélo-américain. Tous les deux ont publié de nombreuses tribunes et ont répondu à de nombreuses interviews en considérant que leur pays a surréagi de manière criminelle aux événements du 7 octobre, qui encore une fois sont tout à fait inadmissibles. Le terrorisme et le Hamas sont des mouvements contre lesquels nous devons lutter, mais ils déplorent surtout à la fois la violence qui est manifestée par l'armée israélienne et l'indifférence d'ailleurs d'une grande partie de la population israélienne à ce qui se passe. Et je crois que c'est quelque chose d'important de préciser, parce qu'on voit la même chose sur une partie de nos compatriotes de la communauté juive française qui ne sont pas d'accord avec cette politique-là. Et je crois qu'il est important de stigmatiser le gouvernement Netanyahou pour ce qu'il fait, parce que finalement, il entraîne doucement mais sûrement l'État hébreu dans une chute irrémédiable. Oui, vous faites bien d'apporter ces précisions. Alors, allons sur le territoire libanais. Alors malheureusement, au Liban, les opérations se poursuivent également, même si en même temps on s'aperçoit que les Israéliens ont très très peu pénétré en territoire libanais. Le Hezbollah a été bien sûr très très touché par les différentes opérations qu'ont menées le Mossad et les forces armées de Tsahal, mais malgré tout, peu de villages ont été pris. Il y a plus d'une cinquantaine de chars Merkava ont été détruits. On est à près de 400 soldats israéliens qui sont morts. Malheureusement, en face, vous avez plus de 3000 morts aujourd'hui dans la population libanaise. Et on s'aperçoit que les sites historiques, comme les sites antiques de la plaine de la Bekaa, sont frappés par les Israéliens. Donc là, il y a quand même des choses inadmissibles, une nouvelle fois, qui se passent sur des choses qui relèvent des sites qui relèvent du patrimoine mondial de l'humanité. La FINUL vient de lancer une nouvelle accusation contre Tsahal, c'est le 8e incident, où là, délibérément, les Israéliens sont arrivés avec des bulldozers et ont détruit des positions de la FINUL, et ce ne sont pas des tirs erronés qui sont tombés par hasard sur des positions de la FINUL qui auraient été prises entre deux feux. Donc là aussi, il y a des avancées tout à fait critiquables. Et puis, il faut aussi rappeler que l'ambassadrice des États-Unis à Beyrouth, Lisa Johnson, a déclaré ces derniers jours qu'elle appelait tous ses alliés locaux, et bien sûr principalement libanais, à intervenir dans ce conflit pour mettre le Hezbollah dehors. Donc, est-ce que c'est une directive qui vient de Biden? Est-ce que c'est une réaction personnelle? Mais en tout cas, ça contribue à jeter de l'huile sur le feu. Oui. Alors, allons un peu sur la politique de Benjamin Netanyahou, qui a donc écarté son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Oui, alors ça montre bien la fragilité du gouvernement Netanyahou et les dissensions qui le secouent. Yoav Gallant, qui était le principal pilote des opérations à Gaza et comme on dirait à Beyrouth, a été écarté par Benjamin Netanyahou, notamment sur différentes dissensions liées aux otages. Il est remplacé par le ministre des Affaires étrangères Israël Katz, qui était lui un grand fidèle de Netanyahou et qui avait été extrêmement critique contre Antonio Guterres, le patron de l'ONU, en lui disant qu'il soutenait les terroristes. Dans le même temps, le Parlement israélien a adopté une loi
loi controversée qui autorise finalement le gouvernement à expulser tous les membres des familles de terroristes, dont finalement un des membres a été reconnu comme terroriste. Et c'est une véritable politique d'expulsion, voire d'épuration ethnique qui a été votée par la Knesset et qui est extrêmement inquiétante. Il faut rappeler aussi que les Israéliens continuent à frapper en Syrie. Ils ont fait des bombardements sur Damas, notamment dans un appartement qui appartiendrait à des membres du Hezbollah. Donc on voit qu'ils continuent à être sur tous les théâtres et à lancer leurs opérations comme bon leur semble. Ouais, et j'en profite pour vous poser, c'était le sujet de notre corps à corps juste avant, mais ce match qui a eu lieu à Amsterdam, dénoncé par Benjamin Netanyahou comme étant un pogrom, enfin pas le match, mais évidemment les heurts qui ont suivi contre ses compatriotes israéliens. Et puis, évidemment, avec en perspective la crainte d'une récidive pour le match France-Israël qui aura lieu en France. Comment réagissez-vous à ces événements ? Ce sont des craintes légitimes pour le match de jeudi soir et nous devons être extrêmement vigilants. Encore une fois, la communauté juive de France n'a rien à voir avec ce qui se passe en Israël. Après qu'effectivement les mouvements palestiniens soient anti-israéliens, on peut le comprendre, je ne le justifie pas, mais c'est malheureusement dans l'ordre des choses. Par contre, ce qui s'est passé à Amsterdam est effectivement absolument inadmissible, surtout que l'enquête telle qu'elle est présentée aujourd'hui par les Néerlandais montre bien qu'il y a eu une véritable préméditation. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Et voilà, il va falloir prendre garde que ça ne se produise pas à Paris cette semaine. Et qui ne risque que d'être exacerbé pour le moment avec tout ce qui se passe, on l'a vu, sur la scène internationale. Alors, parlons rapidement de l'Ukraine. Oui, alors l'Ukraine, non pas sur le conflit qui continue à se dérouler malheureusement toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a toujours des victimes et une progression régulière de l'armée russe sur tous les fronts, mais deux événements sont intéressants cette semaine. Les Ukrainiens, dans une logique de désespoir, ont essayé encore d'étendre le conflit. Ils ont envoyé des drones longue portée en Tchétchénie, donc à plusieurs milliers de kilomètres de l'Ukraine, pour frapper un centre d'entraînement des forces spéciales. Donc Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène, a été absolument furieux et a dit qu'il se vengerait. Donc on voit bien cette manière un peu hystérique d'agir des Ukrainiens qui, de la même manière, ont essayé, avec des drones longue portée, encore une fois, d'aller frapper des navires russes en mer Caspienne, parce que la mer Caspienne est une mer fermée, donc ils ne pouvaient pas envoyer des drones sous-marins. Là aussi, à plus de 1000 km leurs frontières. Ça a été bien sûr un échec puisque les drones ont été interceptés. C'est un signal pour la flotte russe. Ça montre que les Ukrainiens ont des capacités de frappe à longue distance, mais ça montre aussi qu'ils sont dos au mur et qu'ils ne savent pas comment faire pour essayer de continuer ce conflit, parce qu'ils sentent bien qu'avec Trump, les choses vont changer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, Biden, avant de quitter la Maison-Blanche, a annoncé qu'il autorisait maintenant l'envoi des sociétés militaires privées en Ukraine. Alors non pas pour se battre, mais pour assurer la maintenance des matériels que les Américains ont donnés aux Ukrainiens, parce qu'il sent bien que Trump va sûrement rapatrier tous les conseillers techniques du Pentagone qui sont sur place, donc il faut les remplacer par des éléments privés. C'est la politique des néoconservateurs démocrates. Oui, ça c'est d'accord. Et dernier point, alors Emmanuel Macron ne sera pas présent à la COP29 en Azerbaïdjan, il l'a justifié. Écoutez, pour une fois qu'on va dire du bien d'Emmanuel Macron en matière de politique étrangère, voilà, il faut le dire, et c'est tout à fait légitime. L'Azerbaïdjan soutient de manière importante, même si la Russie et la Turquie sont derrière, la rébellion qui a lieu en Nouvelle-Calédonie, qui est tout à fait inadmissible et sur laquelle notre gouvernement ne réagit pas assez, mais aussi sur les émeutes aux Antilles, là où la problématique est quand même tout à fait différente. Et puis surtout, il faut rappeler que l'Azerbaïdjan est un régime totalitaire qui muselle sa population, qui cherche à éliminer ses opposants, et puis qui surtout a expulsé et éradiqué tous les Arméniens de son territoire et occupe même certaines zones du territoire de l'Arménie. Donc c'était la moindre des choses que notre gouvernement n'aille pas à cette COP29, d'autant que l'Azerbaïdjan est aussi un grand exportateur de pétrole et donc sur un plan purement écologique, c'était un contresens. Eh bien, merci beaucoup Éric Denessé, je rappelle directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur l'enseignement. Merci Éric Denessé.